merci à tous de nous avoir invités avant tout. Euh, on va creuser davantage dans le marché de l'emploi parce qu'il y a des choses très intéressantes à savoir. Puis ça peut nous aider à comprendre un peu ce qui va s'en venir. À la page suivante, on a les industries les plus exposées, en pourcentage du PIB et de l'emploi total, donc au Canada. Ce n'est pas une surprise. L'hébergement, la restauration, le transport aérien, la vente au détail, c'est les industries les plus touchées. Ces industries-là représentent 9 de l'économie canadienne, mais comptent pour à peu près 22 des emplois. 9 par rapport à 22 il y a quand même une grosse différence. Donc, c'est pour ça que dans les headlines, dans les grands titres, on voit beaucoup là, de pertes d'emplois, tant aux États-Unis qu'au Canada, donc un peu partout dans le monde, parce que justement, ces industries-là représentent une bonne portion des emplois dans le marché. Voici au Canada, depuis le début de la crise, on a perdu en mars 1 million d'emplois au Canada. En avril, on a perdu 2 millions, mais ça reprend au mois de mai. Au mois de mai, on s'attendait à ce qu'il y ait une perte d'à peu près 500 000 emplois, mais surprise, c'est un gain de 259 000. Donc, on a été vraiment surpris par ce chiffre-là. Puis le Québec, en fait, ce chiffre-là est représenté presque entièrement par le Québec avec 231 000. Donc, très, très, très surprenant. L'Ontario a fait moins 65 000, donc un peu plus affecté un peu plus dans la tendance des derniers mois. Donc, une lueur d'espoir de ce côté-là. Maintenant, quel effet ça a sur le marché immobilier? Je sais que le marché immobilier, on le sait tous, représente une grosse partie souvent des portefeuilles d'actifs des gens, leur maison, leur appartement. Donc, c'est une grosse part de leurs avoirs. Donc, c'est quelque chose qui nous touche tous. C'est quelque chose qui est important. Mais on peut voir ici que les ventes des maisons et d'appartements à Toronto ont chuté drastiquement donc, depuis que la crise a commencé. Et aussi, la SCHL, là, ils nous ont tous fait peur, là, on l'a peut-être tous vu. Ils ont prévu que les logements moyens, les prix des logements moyens diminueraient de 9 à 18 à cause de la pandémie de la COVID. Donc, c'est quelque chose que nous, on ne partage pas cette prévision-là. On trouve que c'est un peu trop exagéré et on va voir pourquoi. Donc, ce graphique-là, à la page suivante, est très, très intéressant. Moi, je vous dirais que c'est le graphique que je trouve le plus intéressant de la présentation, c'est que c'est la croissance des salaires moyens des employés permanents. Donc, on voit que depuis que la crise a commencé, les salaires moyens ont augmenté rapidement. Donc, plus 10 c'est énorme. Et on a même en 2008, là, à la reprise, après la récession de 2008, on n'a pas vu des croissances de salaire de même. La raison, en fait, c'est parce que, comme on l'a vu dans les slides précédentes, les industries les plus touchées, la restauration, la vente au détail, généralement, c'est des emplois qui sont un peu moins rémunérés que la moyenne. La majorité des emplois perdus sont des emplois justement, comme on dirait, moins bonne qualité en termes de rémunération. Donc, c'est pour ça que ceux qui restent, en fait, sur le marché de l'emploi, qui restent employés, ben, leur salaire pousse le salaire moyen à la hausse. Donc, pourquoi on ne partage pas aussi, pour faire le lien avec le marché immobilier, pourquoi on ne partage pas les prévisions de la SCHL, c'est que généralement, les gens qui ont des rémunérations moins élevées ne sont pas nécessairement des propriétaires. Donc, dans la majorité des cas, c'est plus souvent des locataires.
tandis que les propriétaires, ben, ils vont avoir généralement des salaires un peu plus élevés, puis ces gens-là, proportionnellement parlant, ils gardent ils ont gardé leurs emplois. Donc, c'est pour ça qu'on pense que le marché immobilier va faire mieux que ce que pense le marché en général. Donc aussi, on peut voir qu'il y a une divergence entre le marché de la location et des achats. Donc, même si les ventes baissent, le fait que les ventes baissent, ça fait en sorte qu'il y a moins de maisons en vente. Donc, ça pousse les prix à la hausse. Car il y a des gens qui ont toujours besoin de se loger. Fait que, quand il y a moins d'inventaire, justement, il y a plus de rareté, ça pousse les prix à la hausse. Par contre, on voit que la location, les loyers moyens ont diminué. Justement parce que, pour faire le lien aussi avec les industries touchées, les gens dans les industries les plus exposées sont plus souvent locataires. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été affectés davantage. Et aussi le fait que les taux d'intérêt sont en train de baisser, bien, les propriétaires peuvent se réhypothéquer à des taux plus avantageux, donc ils peuvent se permettre de baisser, d'ajuster peut-être un peu leur loyer. Autre chose pour lequel nous, on est un peu plus optimiste, mais dans mon cas, je suis très optimiste par rapport aux perspectives économiques, c'est que les banques centrales ont intervenu massivement. Ils ont injecté énormément de liquidités dans le système, surtout la Réserve fédérale américaine. On voit là ici, la Fed est rendue, en fait, le bilan de la Fed est rendu à 30 du PIB aux États-Unis, ce qui est énorme. Au Canada, un peu moins, 15 du PIB. C'est quand même de bonnes augmentations. Puis ça supporte les prix des actifs, ça supporte les indices boursiers, les actions. Puis, juste pour vous donner une ordre de grandeur, le PIB américain est quoi, à peu près peut-être 10 fois le PIB canadien, si ce n'est pas plus. Donc, on voit que la Fed est vraiment, vraiment, vraiment très agressive. Puis, on a vu l'effet dans les marchés boursiers, là, autant de liquidités dans le système avec des taux d'intérêt aussi bas. Ça pousse les investisseurs à chercher des rendements. Donc, les rendements ne sont pas nécessairement là dans le marché obligataire, dans l'immobilier non plus. On a vu, il y a beaucoup d'incertitudes quand même, là. Fait que, où est-ce qu'on peut aller? Les indices boursiers, là, c'est une des meilleures places pour aller chercher du rendement présentement. Puis on a vu la bonne reprise quasiment en forme de V là, des indices. Là. Ici, on peut voir effectivement que les taux obligataires sont à des planchers. Et les banques centrales, surtout la Fed, nous ont laissé croire que les taux d'intérêt vont rester bas pour encore longtemps. M. Powell disait que la Fed va devoir garder le pied sur la pédale de gaz tant et aussi longtemps qu'on n'est pas confiant d'avoir une reprise qui se matérialise là, dans l'économie. Et aussi, un autre aspect qui supporte l'économie, à part les banques centrales, c'est les gouvernements. Donc, le solde budgétaire du gouvernement fédéral qu'on peut voir ici à la page 14. On est à des niveaux, le déficit a augmenté, on est à des niveaux qu'on n'a pas vus depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, 14 présentement du PIB, c'est énorme et le gouvernement, c'est sûr, ils doivent être là pour aider les entreprises, ils doivent être là pour aider les gens qui ont perdu leurs emplois ou qui ont des revenus, qui connaissent des baisses de revenus parce que justement, c'est eux qui ont ordonné la fermeture de l'économie pour des questions de sécurité et de santé. Là.
Donc, de ce côté-là aussi, ça supporte les marchés, ça supporte l'emploi, ça supporte les ménages. Donc, c'est une bonne chose. Et ici, on peut voir que les dépenses là, ils ne se gênent pas pour dépenser. Là. Le sol budgétaire se creuse, puis ça devrait continuer à se creuser. Et c'est quand même quelque chose d'optimiste là, pour les marchés. Donc, Jessica, je te Oui. laisse la parole. Ben, alors, merci Youssouf. Alors, évidemment, il y a des choses négatives, des choses positives, mais une chose, c'est les entreprises doivent s'adapter et une compagnie, c'est sûr que tout le monde a entendu de Shopify. C'est une belle histoire dans tout qui va pas bien. Ceux qui ne connaissent pas Shopify, ben, c'est une plateforme de commerce électronique pour les magasins en ligne. Alors évidemment, le online shopping est repris beaucoup pendant la pandémie. Alors l'entreprise va très, très bien. Elle est devenue la plus grande entreprise au Canada. La valeur est dépassée celle de la Banque Royale de Canada. Alors, il y a toujours des opportunités quand il y a un peu de négatif dans les marchés. Alors, à la page suivante, vous voyez la plus grande question, on voit ça dans les nouvelles, on se pose cette question chaque journée. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va avoir une deuxième vague? Et qu'est-ce que ça va nous amener, cette deuxième vague? On ne sait pas. Alors, à la page 18, comme Youssouf a mentionné tantôt, il y a beaucoup de nouvelles dans les marchés. Même on a eu cette nouvelle hier, Beijing a fermé les écoles. Ils ont mis ça un code 2 parce qu'il y a eu une deuxième vague du virus. Alors, il y a beaucoup de choses négatives qui continuent à sortir dans plusieurs pays, villes, un peu partout. Mais c'est intéressant de voir parce que le marché ne réagit pas trop négativement. Alors, il y a encore beaucoup d'optimisme dans le marché. Youssouf a mentionné que le marché boursier, étant donné ce qui s'est passé, ça continue d'aller très, très bien, les marchés. Alors, mais l'optimisme, ça va être vraiment, on va vraiment voir les moyens d'ouvrir les écoles, les entreprises, comment ça va aller. Et à date, c'est sûr que c'est l'été, tout le monde est à l'extérieur, on n'a pas commencé l'école, on n'a pas rentré à l'intérieur à cause que c'est froid. On va vraiment voir ce qui va se passer. Alors, si on passe à la page suivante, c'est comme je vous dis, c'est vraiment les règles que le gouvernement va nous donner, pas juste au Canada, mais le reste du monde. C'est quoi les règles et en particulier si le monde va les suivre? C'est à la page 20, vous avez sûrement vu des photos comme ça dans les nouvelles. On voit beaucoup de réouverture qui est allée à l'extrême. Et si on continue de faire ça à l'entour du monde, est-ce qu'on va vraiment être en mesure de continuer la réouverture? Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de villes et de pays qui ne suivent pas, et de personnes qui ne suivent pas les règles. Alors, à la page suivante, En fait, je vais continuer, oui. Jess, si tu permets. Donc, tu sais, à la Oui, page 20, oui, on voit, tu sais, c'est une photo du 14 juin, là, on voit que les gens, ils s'en font pas trop avec le COVID, puis les risques de deuxième vague, c'est pas quelque chose qui est vraiment, on dirait, important à leur esprit. Les marchés, comme tu disais, Jessica, donc, les marchés semblent pas super inquiets pour le moment, mais rappelons-nous que en février, mars, là, tu sais, quand la crise avait commencé en Chine, même avant ça, décembre, janvier, tu sais, les marchés ici en Amérique du Nord n'étaient pas trop inquiets. Puis même quand les cas ont commencé tranquillement en Amérique du Nord, encore là, les marchés n'étaient pas trop inquiets, mais c'est comme ils se sont réveillés tard, puis ça,
ils ont chuté comme pas possible. On n'a jamais vu une baisse aussi rapide. Donc, on voyait que c'était la fin du monde. Donc, ça se pourrait. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'on va connaître une deuxième situation semblable, mais ça se pourrait que les marchés réagissent en retard, encore une fois, au risque de deuxième vague. Mais ça ne devrait pas, là, avec toutes les mesures stimulantes des banques centrales puis des gouvernements. Donc ici, encore une fois, comme ici on voit la masse monétaire aux États-Unis, c'est en lien avec les actions de la Réserve fédérale. Donc ça représente la monnaie qui est disponible, qui circule. Donc encore une fois, un record élevé. Tout ça dans le but de justement faire tourner l'économie. Ici, étant donné que nous, notre spécialité, c'est les taux de change, le marché des changes. Donc ici, j'ai mis le graphique du taux US CAD depuis la crise de 2008, juste pour vous montrer un peu en perspective. Donc, si on compare à la crise 2008, quand la crise est arrivée, le dollar US s'est précipité à la hausse. Donc, c'est ça qui arrive souvent dans un cas où il y a beaucoup de tensions, une crise, une récession. Donc, le dollar US a tendance à agir comme monnaie refuge. Donc, les investisseurs se précipitent là-dessus, achètent des bons du Trésor pour se réfugier parce que l'économie américaine, c'est l'économie la plus forte. Et si jamais le système crash complètement, ben c'est les États-Unis qui devraient ressortir plus fort. Et ensuite, on a vu en 2008-2009, la Fed a instauré le QE, Quantitative Easing, donc injection de liquidité massive dans le marché. Puis on a vu que ça a amené une tendance à la baisse sur le dollar US. Donc pourquoi? Plus il y a de liquidité dans le marché, plus il y a de dollars US dans le marché, plus c'est accessible, moins il y a de rareté, donc la valeur diminue. C'est ça qu'on a vu. On est allé même en dessous de la parité par rapport au dollar canadien. Et ensuite, si on fait le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, en 2020, donc on a vu un peu la même chose, mais à un degré moins élevé. Donc, on est passé d'une 30 à une 45, une 46, justement parce que, encore une fois, beaucoup de tensions dans les marchés. Les investisseurs se sont réfugiés vers le dollar US. On a vu qu'on on a atteint le haut de 2016. Donc, 2016, c'était la crise pétrolière quand le pétrole avait atteint 24 $ le baril. Ça avait créé une crise là, au Canada. Donc, le dollar canadien s'était fait, excusez-moi le terme ramassé. Donc, on est arrivé au même niveau. Et ça, c'est un niveau technique que nous, on va souvent surveiller, des anciens hauts et des anciens bas. Donc, ici, deux niveaux à surveiller, justement le haut à une 46, une 47. Donc, on n'a pas réussi à traverser, puis on a eu un renversement de tendance. L'autre niveau à surveiller, c'est le niveau 2 qui est aux alentours de 1,30 à 1,31, qui est un niveau de support important. Donc, si jamais l'économie reprend, les bourses reprennent, la croissance du PIB revient, les emplois sont créés, on risque de dépasser, de traverser le point 2, puis à ce moment-là, on pourrait aller dans les bas 1,20. Donc, ça, c'est à surveiller. Ici, très intéressant, ce graphique, je l'adore parce qu'on voit qu'en temps de crise, là, la corrélation entre les indices boursiers et le dollar canadien augmente beaucoup. Donc ici, on voit que depuis le début de l'année, quand le S&P a chuté rapidement, le dollar canadien aussi a chuté. Donc le dollar US en relation CAD a monté rapidement et on voit que la corrélation entre le taux US-CAD et l'indice S&P 500 est très forte et très négativement corrélé. Donc, en ce moment, à cause des tensions actuelles, donc on surveille beaucoup ce que les indices boursiers font pour voir un peu comment le taux de change va réagir. Ici,
Le dollar US par rapport au prix du pétrole, donc le dollar canadien, le taux US4, excusez-moi. Donc, le dollar canadien, on sait, est reconnu comme étant un pétrodollar. Donc, historiquement, elle était très, très dictée par les variations des cours du pétrole. Depuis que la crise a commencé un peu moins, parce qu'on a vu beaucoup euh, d'anomalies dans le marché du pétrole. À un moment donné, le WTI s'est transigé à moins 40 dollars. Donc là, c'est plus rendu une question fondamentale. C'est vraiment une question d'offre et de demande. Euh, mais même si cette corrélation a diminué, elle est encore là. Donc c'est quelque chose qui est important ici, juste pour voir un peu les prévisions des banques canadiennes et coopératives. Donc, on voit que la majorité des banques canadiennes s'attendent à ce que le dollar US se déprécie face au dollar canadien, justement pour les raisons qu'on a vues. Donc, reprise graduelle euh, de l'économie, beaucoup de mesures stimulantes de la Fed, donc beaucoup d'injections de capital, ce qui va faire en sorte que le dollar US devrait se déprécier à travers le temps. Donc, on peut voir ici là, la moyenne, on voit que ça s'en va vers en bas de 1,35 en 2021, mais encore une fois, il y a les prévisions sont généralement ajustées mensuellement, donc il y en a qui sont un peu en retard et qui malheureusement ne prennent pas compte de la récente appréciation du CAD. Donc, ces prévisions-là devraient être réajustées plus à la baisse dans les prochaines semaines. Et voici donc conclusion. Jessica, je te laisse conclure. Oui, mais super, merci. Alors, tu sais, on a parlé beaucoup de choses dans la présentation, des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien. Alors, tu sais, étant donné qu'on est dans un temps qu'on n'a jamais vu, tu sais, on a vraiment deux scénarios qui vont jouer dans les prochains mois. Tu sais, le risque à la baisse de nos scénarios, c'est que, tu sais, le rythme de la réouverture de l'économie, c'est sur la deuxième vague, comme nous avons mentionné dans la présentation. Est-ce qu'on est prêt pour la deuxième vague? Est-ce qu'on on va être en mesure d'adapter à la deuxième vague? Une chose qui nous inquiète beaucoup, c'est une mutation du virus. Est-ce que le virus va devenir plus fort, plus dangereux pour les jeunes, pour les enfants, etc. Avant la crise, il y avait déjà la hostilité entre les États-Unis, la Chine. Il y a eu beaucoup de choses négociées, de hostilités avec la Chine et les US qui affectent énormément le marché. On n'a pas trop parlé dans cette présentation, mais c'est quelque chose qui affecte beaucoup. Et c'est surtout les élections américaines. C'est sûr que Trump veut se faire rééluer. On n'a pas mentionné ça aussi dans la présentation. On pourrait parler beaucoup de ça. Mais tu sais, Trump, il faut augmenter le chiffre de chômage. Il faut créer des emplois. Alors, on ne sait pas ce que Trump va faire ici. Il décide d'être très protectionniste et il veut créer tous les jobs, les emplois aux États-Unis. Mais ça peut avoir un gros risque sur le dollar US et un gros risque aussi sur l'ouverture et le recovery de l'économie globale. Alors, ça, c'est très important de garder. Les choses bonnes qu'on espère va arriver, on va découvrir un vaccin rapidement, un médicament rapidement. On espère les banques, les gouvernements vont continuer avec le stimulus. C'était annoncé au Canada cette semaine qu'ils vont continuer un autre 2 mois pour le stimulus pour les personnes sans emploi. Alors, nos gouvernements sont vraiment là pour nous aider. Et c'est ça. Et c'est les réembauches plus rapides. On voit déjà, comme on a parlé un peu dans la discussion aujourd'hui, que les compagnies commencent à réembaucher. On voit ça. C'est à quelle magnitude que ça va continuer en espérant, même avec la deuxième vague de COVID, que cet embauchement va continuer.